La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est Chloé vrai qu'on a Ridel. tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Chloé Ridel, bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, cofondatrice et présidente de l'association Mieux Voter et porte-parole de la campagne Un emploi vert pour tous. Généralement, je préfère faire des jeux de mots un peu pourris sur les noms de famille. Et je me suis rendu compte que vous êtes le sosie physique et vocal d'Emma Stone. Mais comme disait Jean-Jacques Rousseau, j'aime mieux être homme à paradoxe qu'homme à préjugés. Aujourd'hui, on est content puisqu'on aime bien l'autodérision ici, donc ça tombe bien si Chloé Ridel. En cette présidentielle 2022, il n'y a pas qu'Emma qui soit Stone, il y a aussi le monde de la gauche qui cherche le soleil au milieu de la nuit. D'ailleurs, vous avez dit que la primaire populaire est un cri du cœur un peu désespéré du peuple de gauche dans l'émission Le téléphone sonne, alors même que vous aviez comparé les partis de gauche à des cabines téléphoniques tellement ils ne rassemblent plus personne. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous ne serez pas à faune. Vous avez dit que le jugement majoritaire était une idée lumineuse qui résout tous les paradoxes énoncés par la science sur les modes de scrutin depuis 200 ans et vous prenez le préférendum pour sortir de la logique binaire du référendum. Et je suis d'accord avec vous, nos échanges manquent généralement de nuances, par exemple quand on se demande si ça va. Alors, Chloé Ridel, bonjour, est-ce que vous allez très bien, assez bien, passable ou insuffisant ? Excellente introduction de Excellent. Mathieu Briard, qui connaît bien votre action, tout ce que vous avez fait. C'est justement, il vient de poser en quelque sorte le menu de notre entretien. Mais avant d'en arriver là, moi j'aime bien savoir quand je reçois des invités, d'où ils viennent. Donc vous êtes aujourd'hui haut fonctionnaire, c'est-à-dire que vous avez fait l'École nationale d'administration, vous êtes une jeune haut fonctionnaire, mais de quel milieu vous venez, quelles sont les études que vous avez faites avant de vous retrouver là, et qu'est-ce qui a conduit à ce choix de servir l'État ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction que j'ai trouvé très bonne. Et vous me demandez comment je vais très bien, sur l'échelle de 5 gradients. Qui je suis ? Alors déjà, je crois que je n'étais pas prédestinée à devenir haut fonctionnaire. Je pense que pour répondre à la question qui je suis, je dirais que je suis d'abord caractérisée par une forme d'hybridité. Parce que dans mon enfance, j'ai connu beaucoup de milieux sociaux, géographiques différents. Et puis, écoutez, après le bac, j'ai eu mon bac avec mention. Je suis entrée à Sciences Po Paris sur concours. Je suis la seule de ma Brillante famille étudiante. à avoir fait Sciences Po et à m'être intéressée à ça. Mais j'avais effectivement à l'adolescence quelque chose qui m'est venu d'une envie de participer au débat public. Je regardais par exemple le mercredi après-midi, je regardais les débats parlementaires sur LCP. Enfin, j'avais 15 ans, je sais pas. Ça m'est venu comme ça, je ne saurais pas dire. Puis il y a eu un premier engagement qui est le féminisme. Moi, j'ai 4 frères. Je suis la seule fille d'une fratrie de 5. Et à l'adolescence, m'est apparu quelque chose d'assez violent parce que j'avais été élevée au milieu de garçons, qui était pour moi, c'était la même chose. Je ne faisais pas de différence entre les garçons et les filles. Et à l'adolescence, le monde extérieur l'a fait pour moi, la différence. Et j'ai vu que j'étais traitée d'une manière, dans la rue, dans la façon dont mes parents m'autorisaient à sortir ou pas, comme une fille, comme une femme. Et donc j'ai pris conscience que j'étais, en fait, une fille, une femme. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, à beaucoup lire là-dessus. Et c'est peut-être ma première révolte de prendre connaissance de toutes les injustices qui avaient frappé les femmes, de l'histoire du féminisme, etc. Bon, donc je suis rentrée à Sciences Po et puis ensuite j'ai fait l'ENA, mais j'ai toujours procédé par intuition. J'avais pas de plan de carrière préparé. L'ENA, je me suis décidée au dernier moment de préparer le concours et je l'ai préparé très dur et j'ai travaillé très fort pour ça. Et j'ai pas du tout honte d'ailleurs d'avoir fait cette école. Moi, je trouve qu'il y a un discours assez malaisant vis-à-vis de ceux qu'on appelle les énarques. Je trouve que c'est un terme assez violent et essentialisant. Il y a 2 jours, il y a le journal Objectif Gard qui a fait un portrait de moi. Donc Objectif Gard, c'est un média du Gard, qui était titré « Cet énarque qui veut peser dans le Gard ». Alors je leur laisse la paternité du titre, mais j'ai trouvé ça très violent, cet énarque, comme si j'étais définie, réduite aux études que j'ai faites.
je suis une femme, je suis engagée, je suis plein d'autres choses que ça. Et je trouve que les gens qui ont fait l'ENA, parce qu'ils ont décidé de passer un concours républicain, ou en tout cas c'était parce qu'ils ont décidé de servir l'État, et Dieu sait que c'est quand même difficile aussi, c'est pas des métiers qui sont forcément très attirants. Je trouve que ouais, il y a une façon de nous assimiler à la figure qu'on se fait de l'énarque, c'est-à-dire bon, François Hollande, quoi, qui est assez fausse, quoi, honnêtement. Vous vous définissez beaucoup, à plusieurs reprises, vous avez évoqué le féminisme et votre condition de femme et la conscience de la nécessité de se défendre et de changer les rapports de domination sur les femmes. Est-ce que ça a beaucoup compté dans votre vie et dans vos choix? Ça a beaucoup compté dans ma vie au sens où, comme je le disais, c'était quand même mes premières lectures. À Sciences Po, je prenais que des cours sur je suivais le cours de Laura Adler sur le féminisme. Elle nous avait fait rencontrer des tas de femmes. Je suivais des cours sur voilà, je lisais, je me suis mis à tout lire, quoi. Bourdieu, Butler, Simone de Beauvoir, et cetera. Mais j'ai un féminisme qui est, comment dire? Pour moi, je ne suis pas, dans une haine des hommes, au sens où la sensibilité des hommes, je la trouve, et de mes frères, je la trouve peut-être quelque part plus grande que la mienne. J'ai vu ce qu'était un homme de très près, parce que j'ai grandi avec, et je ne me reconnais pas je ne reconnais pas ce que j'ai vécu dans la caricature qu'on peut faire parfois de la masculinité. La masculinité est riche de 1000 choses, comme la féminité. Alors moi, je trouve que quand on essaie de dire, la masculinité, c'est ça, c'est toxique, c'est machin, c'est truc, et la féminité, c'est ça, je me reconnais pas là-dedans. Je crois qu'il faut assumer un discours de dire que la féminité, c'est peut-être plein de choses, et la masculinité, aussi, même si je comprends pourquoi ces catégories sont faites. Mais j'ai envie de dépasser ça très profondément, et j'ai envie que ça ne compte pas, en fait, le sexe, le genre. Pourtant, ce sont des sujets qui sont la préoccupation de cette génération à laquelle vous appartenez. La Mmh. question du genre, la question des minorités, Mmh. la question des discriminations et la question du féminisme. Vous vous reconnaissez dans ce nouveau rapport? Oui, parce que je n'ai absolument, aucune tolérance pour les inégalités de sexe ou de genre, et je serai toujours la première à me révolter si je vis une situation que je considère injuste. Et il y a encore plein de choses, à conquérir, il y a encore plein de progrès à faire vers l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est évident. Hem, voilà. Vous avez été Ouais. confronté vous-même à des Bah oui. situations que je qualifierais de disproportionnées Ouais, bien avec des sûr. hommes? Bah, c'est sûr que quand on évolue notamment dans le milieu de la haute fonction publique, il y a peu de femmes quand même. À l'ENA, au concours externe de l'ENA, il y a 43 admis. On était 11 femmes sur 43 à être admises, donc c'est quand même peu, et on fait des stages, vous savez, auprès d'un préfet, auprès d'un ambassadeur. Et dans le cadre de mon stage, en préfecture, tout le corps préfectoral, était composé d'hommes. Il n'y avait pas une seule femme dans le corps préfectoral. Donc c'est le corps préfectoral, c'est le préfet, les sous-préfets, et cetera. La gendarmerie, la police, tout ça, c'est que des hommes. Et en stage en préfecture, on est confronté à la police, à la gendarmerie. Donc ouais, j'ai eu des avances, j'ai eu, le colonel de gendarmerie, qui qui m'avait fait des avances. Enfin, c'est des trucs, mais moi, je le prenais avec beaucoup de, si vous voulez, j'ai toujours été, je et Vous aviez une carapace, je en quelque reconnais que c'est sorte. facile de dire ça, mais j'avais les ressources en moi pour me l'opposer. Bah, vous comprenez aussi que c'est beaucoup plus difficile pour une femme qui n'a pas votre statut social et Bien sûr, pour lesquels c'est extrêmement difficile de faire reconnaître les humiliations dont elles sont victimes. bien sûr, et c'est pour elle qu'il faut se battre. La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence
et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre ce chemin que nous avons entamé, c'est vous, en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. Vous vous battez aussi pour la démocratie. C'est le cadre de l'Institut Rousseau. Expliquez-nous ce qu'est l'Institut Rousseau avant de nous parler de votre association Mieux Voter. D'abord, je ne vous ai pas posé la question, vous êtes haut fonctionnaire. Aujourd'hui, vous exercez votre profession dans quel ministère ? Au ministère de l'Industrie. Pour ? Je m'occupe des industries en difficulté, des entreprises en difficulté. Depuis le début de la crise Covid, j'ai fait beaucoup de choses au ministère de l'Économie et des Finances depuis que je suis sortie de l'ENA. Mais en ce moment, je fais ça. Voilà. Ça vous plaît ? Vous y sentez Oui, bien ? ça me plaît. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un métier où on essaie de prévenir les difficultés des entreprises et de trouver des solutions quand les difficultés se présentent. Et ça amène à parler à beaucoup de monde, de catégories sociales et professionnelles différentes. Je parle beaucoup avec les syndicats, évidemment, avec les salariés qui sont frappés par des situations difficiles, de fermeture d'usines, ils perdent leurs emplois. Je parle aussi avec des avocats, des gens du monde de la justice, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des élus locaux. Donc ça m'a beaucoup appris parce qu'il faut se mettre, on est toujours dans mon métier, je suis toujours dans des situations très difficiles, tragiques, où parfois il n'y a pas de solution et où chacun a ses raisons. Et il faut essayer j'essaie de trouver des repreneurs pour éviter que des sites ne ferment. Mais bon, c'est sûr que c'est un métier où on est dans le sauvetage plutôt que dans l'anticipation. Donc ça peut parfois devenir un peu frustrant. Mais en tout cas, c'était nécessaire, surtout pendant cette période de crise Covid qu'on a traversée. Alors justement, est-ce que dans cette fonction, il y a encore une part d'humanité pour la fonctionnaire que vous êtes quand vous êtes confronté à des hommes et des femmes qui se considèrent comme injustement éjectés de leurs entreprises au profit des actionnaires ? C'est ça le job. Il faut faire preuve d'humanité, évidemment. Et puis en plus, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai d'ailleurs eu à traiter d'un dossier qui s'appelle la Chapelle d'Arblay en Normandie, qui est une usine, une papeterie, dans laquelle on travaillait des générations de ma famille. Mon arrière-grand-père a fait toute sa carrière à la papeterie Chapelle d'Arblay. Mon grand-père y a travaillé. Mon propre père y a fait des stages. Mon oncle y était... il ramassait les déchets papier. Ma tante était secrétaire au bureau des études. Donc, j'ai eu à m'occuper d'un dossier qui faisait partie de mon histoire familiale. Et alors, comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu avec d'autant plus de niaque et dans une empathie profonde avec les salariés, mais que j'ai aussi dans d'autres dossiers. Mais c'est juste pour vous dire que à chaque fois, vous êtes dans des situations où il y a un traitement, je ne vais pas dire humanitaire, mais émotionnel à faire, c'est indéniable, où les gens aussi sont en très forte tension, peuvent vous insulter pour ce que vous représentez d'ailleurs. Vous êtes fonctionnaire, vous représentez... Là-dessus, il faut pas se démonter. Nous, on est là, en l'occurrence, davantage pour les aider, pour faire la médiation avec leur entreprise quand elles ne coopèrent pas, pour essayer de sauver leurs emplois, etc. Mais oui, c'est des situations de crise, c'est des situations difficiles et je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, voilà, parce que c'est un métier finalement assez politique. Vous avez vu les films de Stéphane Brisé ? Non. Qui parlent justement de la question des relations entre les employés et les chefs d'entreprise et ces entreprises qui licencient. Son prochain film s'appelle Un autre monde. Ah oui, avec Vincent Lindon ? Oui, absolument. Oui. Et il essaie de traduire une réalité à laquelle vous êtes confronté. Est-ce que vous avez, au cours de ce sera ma dernière question sur le sujet, au cours de ces épreuves, puisque ce sont des épreuves qu'il faut essayer de surmonter, est-ce que vous avez vécu des attachements, si je puis dire, avec le personnel ou avec quelques figures qui vous ont précisément attaché au sens noble du terme et avec lesquelles vous avez entretenu des relations au-delà du cas précis à résoudre ? Non. Je n'ai jamais entretenu de relations en dehors du cas que nous avons à résoudre, mais bien sûr qu'on noue des relations. J'ai eu des relations avec des salariés, avec des représentants de salariés qui étaient des relations pas amicales, mais respectueuses, dans la compréhension, dans l'écoute, et d'autres très conflictuelles. Mais la plupart des cas, comme moi, je suis dédiée
à leur sort, quelque part. Je ne suis pas dans la position que, par ailleurs, pourrait avoir un ministre, qui, lui, est beaucoup plus en surplomb. Moi, je suis la petite main qui va essayer de démerder les choses avec eux. Donc, je fais des visites avec eux, je vais sur site, je les écoute. Quand vous allez visiter un site qui ferme ou qui a fermé et que vous entendez les salariés vous dire que c'est pas simplement leur emploi qu'ils perdent, c'est leur famille, parce qu'ils font partie ils forment une sociabilité avec leurs collègues, de tout un mode de vie, d'une solidarité. Bah ça, voilà, vous écoutez, vous recueillez cette parole. C'est pas votre job direct, mais c'est votre job d'écouter et de prendre la mesure que c'est pas qu'une question d'emploi et de revenus. C'est une vie, une sociabilité. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être ébranlé par ces situations Bien sûr. tragiques? Bien sûr, des salariés qui par désespoir, peuvent faire des arrêts cardiaques, peuvent faire des tentatives de suicide. Je veux dire, pour nous, les salariés, c'est pas des chiffres, pas des nombres, hein. Alors Surtout dans le métier que je cette fais. fonction, qui n'est pas une expérience, qui est votre métier, Mmh. est-ce que ça contribue à nourrir votre réflexion sur la société, et y compris votre engagement politique? Oui, oui, parce qu'on voit ce qui pourrait être fait différemment pour rééquilibrer, des situations de pouvoir qui ne le sont pas équilibrées. Pour mieux anticiper les transitions aussi. J'ai eu des dossiers dans la filière du diesel en France, par exemple, qui rassemble encore 30 000 salariés. Que fait-on de ces gens? Parce qu'on réglemente le diesel, on interdit l'entrée des véhicules diesel en ville et c'est bien naturel. Mais qu'est-ce qu'on propose à ces gens après? Comment est-ce qu'on gère la dimension identitaire du métier aussi? Parce que parfois, vous avez beau expliquer à des fondeurs, par exemple, que, il y a moins de véhicules qui vont être produits, que le véhicule électrique, il y a plus besoin de pièces de fonderie, en fonte comme eux, ils le faisaient, mais des pièces de fonderie plus légères parce qu'un véhicule électrique, ça doit être plus léger, et cetera. Et vous leur dites: «Il faut que vous fassiez un autre métier, que vous vous formiez un autre métier», qui vous disent: «Bah non, moi je veux rester fondeur. Je suis fondeur de père en fils, je veux rester fondeur». Comment vous gérez la dimension identitaire et affective d'attachement à un métier? Ça, c'est pas quelque chose à laquelle on a pensé. On dit: «Bon, bah», surtout les écolos, et moi la première, hein, dit: «Bah, on va faire, des plans de formation et puis, on va les former au métier du futur». Mais parfois, des gens, ils sont attachés de façon identitaire à leur métier. Pour eux, c'est leur identité. Ils ne veulent pas en changer, ils ne veulent pas se former à autre chose. On est donc encore sur cette question identitaire que l'on croyait subalterne, et qui finalement aujourd'hui surplombe le débat politique, et qui n'est pas si anecdotique que cela. Ouais, Euh, vous avez raison. Mmh. et est-ce que vous pensez que c'est très intéressant quand vous dites les fondeurs disent bah, je veux pas entrer dans une transition parce que je suis là de père en fils, et donc ça montre toute la difficulté qu'il y a à tenir un discours sur la transition écologique qui soit acceptable par la société. Ça, c'est un sujet de réflexion qui est important pour vous. Très important. Et il faut proposer, à ces gens, d'autres métiers, mais des métiers qui soient, tout autant valorisants ou alors qui, leur proposent, une qui les inscrivent dans une solidarité, dans une sociabilité. En tout cas, vous ne pouvez pas dire à des gens qui sont des ouvriers spécialisés, qui font des choses de leurs mains et qui en sont fiers, qui à la fin voient le produit fini, de devenir agent de sécurité ou chauffeur-livreur. Donc, c'est du déclassement pour eux. Mais c'est terrible, c'est du déclassement. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, c'est des situations douloureuses. Et quand vous voyez ces gens qui disent, je sais que vous leur dites, parce que moi je suis dans mon rôle, ah bah voilà, les services de l'État vont venir vers vous et puis vous proposez des formations et puis vous proposez des métiers qui sont pourvus sur le territoire. Et le gars en face qui vous dit, mais moi j'ai pas envie de devenir agent de sécurité ou chauffeur-livreur ou vendeur ou serveur. Et vous le comprenez. Alors vous dites il n'y a rien d'autre, or vous appartenez à une génération et à une catégorie qui pense qu'on peut faire autrement. Ouais, mais il y a tout à construire. Il y a tout à construire. Alors Mais comment on avance patiemment. alors il y a tout à construire, vous êtes dans des lieux politiques maintenant, Mhm. dans lesquels on réfléchit à la manière de reconstruire ou de construire. Absolument. Alors, vous êtes directrice adjointe, je crois, Oui, de oui, l'Institut c'est ça. Rousseau. Dites-nous ce qu'est l'Institut Rousseau. On connaît la Fondation Jean Jaurès, on connaît Terra Nova, on connaît l'Institut Montaigne, mais on ne connaît pas bien.
L'Institut Rousseau. L'Institut Rousseau, c'est normal, c'est un institut qui est relativement récent. On l'a créé en mars 2020, vraiment juste avant la pandémie. Et on l'appelle, nous, un laboratoire d'idées de la reconstruction écologique et républicaine de nos sociétés. On insiste beaucoup sur le thème de reconstruction plutôt que de transition. Qui est un meilleur mot, parce que transition, ça implique la douceur. Et on sait que ça ne peut pas se faire en douceur. Qu'il faudra faire notamment. Des choix. Et puis ça implique aussi le fait qu'il va falloir déconstruire des choses, et pas simplement rester sur les mêmes pour reconstruire quelque chose de neuf. Donc ça a été créé en mars 2020. Et juste une anecdote pour vous dire que quand on a fait la soirée de lancement de cet institut, c'est un nouveau think tank, on avait prévu de se réunir dans un bar à 70 personnes. Et 5 jours avant, on avait 1500 inscrits sur notre événement Facebook. Et on a changé, on a trouvé en catastrophe un endroit plus grand. Et on avait été assez soufflés. Le soir même, il y a 600 personnes qui sont venues à une soirée, juste un pot d'inauguration, de lancement. Il y avait de la queue dehors sur des centaines de mètres. Et on s'était dit à l'époque, mais pourquoi ? On n'est pas un parti politique. Puis il y avait de tout. Il y avait des députés à cette soirée, mais il y avait aussi des gens du privé qui n'étaient pas engagés, mais qui venaient dans cet espace qui est un think tank, qui est plus libre qu'un parti politique, mais qui est un lieu d'engagement. Et ça montrait cet engouement, une soif d'engagement, mais une soif aussi d'investir un lieu qui produit des idées. Parce que je crois qu'il y a toute une partie de la jeunesse, et puis d'ailleurs des jeunes ou des moins jeunes, qui sont un peu paralysés et dépassés par les événements. On entend beaucoup de discours très alarmants, le retour du tragique, etc., et qui ont envie de reprendre le contrôle sur ça, d'essayer de réfléchir, de mettre leurs expertises et leurs énergies en commun pour penser comment concrètement est-ce qu'on peut transformer les choses, ne pas se laisser entraîner dans la fatalité qui nous est présentée. Et donc, on s'est lancé vraiment sur ce bon augure. Et depuis, on continue, on publie sur tout un tas de sujets. On est un think tank généraliste, indépendant. On n'est rattaché à aucun parti politique. Et ça, c'est un point important parce que historiquement, tous les think tanks étaient tous rattachés à des partis politiques. C'était une externalisation de la production d'idées par les partis politiques. Donc la Fondation Jean Jaurès était rattachée au Parti socialiste, comme Terra Nova, la Fondapol, l'Institut Montaigne à l'UMP, puis LR. Et donc nous, on a voulu se tenir à équidistance des partis politiques de gauche. Comment alors ? Par les adhésions et les dons. Et on est une grosse machine bénévole. On a des centaines de bénévoles, d'auteurs qui contribuent. Jusqu'à présent, on s'est fait connaître pour des travaux sur la dette publique, la façon dont on va gérer la dette publique post-Covid. Et on a présenté une proposition un peu provocante qui visait à dire qu'il fallait annuler la dette issue du Covid qui était détenue par la BCE. Alors, ça a amené d'ailleurs la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à réagir sur notre proposition quand même. On a fait émerger un débat, on avait fait publier une tribune signée par 150 économistes européens, dont Thomas Piketty, etc., publiée dans 8 journaux européens en même temps. Et ça, je trouve ça très bien parce que ça permet d'impulser un débat transnational. Et puis ça visait simplement à faire bouger les lignes et le tabou de la dette. Parce que c'est notre intérêt, à nous Français, de ne pas considérer que la dette, c'est un châtiment, c'est un tabou dont on ne doit pas parler. Donc on fait cette proposition provocante. Certes, elle n'aboutit pas, mais au moins, il y a un débat qui se crée sur ce sujet. Et puis on a publié aussi un travail que j'ai porté moi sur la garantie d'emploi, donc le droit à l'emploi pour tous, mis au service de la reconstruction écologique des métiers de la transition écologique et du lien social. Comment ça ? Comment vous l'articulez ? Alors, le principe est le suivant, c'est de dire que finalement, le chômage de longue durée, d'abord, coûte très cher à la société. ATD Quart Monde avait chiffré ses coûts à 36 milliards d'euros par an en France. Donc, c'est des coûts liés à la perte de compétences, à la perte de cotisation sociale, parce que quand vous ne travaillez pas, vous ne cotisez pas, à la perte de consommation, aussi au coût de santé, parce que quand vous êtes au chômage, vous développez des addictions, des problèmes de santé. Et ils ont chiffré tout ça pour arriver à un coût de 36 milliards d'euros par an par personne. Et en fait, il y a une équation économique intéressante derrière ça, c'est que quand on prend ce chiffre, on se dit qu'en fait, ça revient moins cher de financer directement au SMIC des emplois pour les personnes qui en sont privées, plutôt que de les laisser dans des trappes à chômage, qui sont déjà une rupture avec le principe du droit à l'emploi, qui a valeur constitutionnelle, quand même, c'est hérité de la Constitution de 1946. Donc, sur le principe, un droit à l'emploi doit exister, mais d'un point de vue économique, c'est une absurdité que de ne pas le mettre en œuvre.
Donc on a essayé de proposer une garantie d'emploi qui repose sur plusieurs leviers pour créer les 10 emplois dans des secteurs où il y a des besoins, parce qu'en France, on ne manque pas de travail, on manque d'emplois. Et donc, ça, c'est par exemple, ça peut être mieux entendu par la société dans un débat comme celui auquel nous assistons pour la présidentielle. Ça devrait entrer dans le débat. C'est peut-être mieux entendu que la question du revenu universel. Absolument, on a beaucoup essayé on a eu beaucoup de débats sur cette question, parce qu'on a essayé justement pas d'opposer, mais de montrer que c'était peut-être une alternative au revenu universel, parce que ça remplit la même fonction, c'est-à-dire que vous avez un revenu garanti au SMIC. Mais la différence, c'est que le revenu universel ne tient pas compte des pathologies qui sont liées à la perte d'emploi. C'est-à-dire que l'inactivité crée des pathologies. Tout le monde n'est pas capable de juste toucher un revenu universel et de faire son potager et de se cultiver et d'aller voir des expos. Il y a des gens qui souffrent de Bien l'inactivité. sûr. Et il y a aussi le fait que quand vous interrogez les classes populaires, la dignité de la personne, elle passe beaucoup par l'emploi, par le travail. Donc, on part de ces principes-là pour proposer une garantie d'emploi qui, par ailleurs, répond à des besoins. Moi, le revenu universel, si vous voulez, sur le principe, j'ai du mal à simplement vouloir comme ça faire un crédit d'impôt aux plus riches, parce que ce à quoi revient le revenu universel pour les plus riches. Puis surtout, je me dis, c'est un peu une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que le revenu universel, il faut bien le financer. Si beaucoup de gens décident de juste toucher leur revenu universel et de ne plus travailler, vous le financez comment? Le truc s'effondre. Moi, je crois dans le travail et je crois dans la mobilisation de la société autour de l'emploi. Je crois dans la vertu solidaire et solidariste du travail, de construire chacun, de se mettre ensemble pour faire des choix. Voilà. Alors, cette garantie de l'emploi, vous l'intégrez. La condition, c'est qu'elle s'intègre dans ce que vous appelez la reconstruction écologique. Oui, absolument. Oui, et qu'elle soit tournée vers des métiers qui soient utiles à la reconstruction écologique, mais aussi au lien social. On a pensé à créer des emplois dans des secteurs du care, du soin, notamment du soin à la vieillesse. Il y a un scandale en ce moment avec les EHPAD. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société qui parque des vieux dans des mouroirs pour les laisser crever tout en leur demandant de payer 3 000 € par mois? Et surtout que ces vieux, en plus, servent pour des particuliers à investir et à gagner de l'argent, puisqu'ils se transforment en actionnaires. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, du scandale d'Orpea et de quelques autres qu'on va découvrir. Donc la question du grand âge est une question à laquelle vous travaillez à l'Institut Rousseau? On n'a pas encore publié de gros travail sur ces questions, mais c'est évidemment une question sur laquelle on est totalement à la ramasse. Je pense qu'on n'a pas du tout anticipé le tsunami qui va nous arriver. Je veux dire, il y a un vieillissement de notre société, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas le signe d'un déclin ou je ne sais quoi. Faut pas être alarmiste sur cette question. Par contre, il faut anticiper. Anticiper comment est-ce qu'on permet aux gens de vieillir dans la dignité, sans arriver à des situations comme on le voit actuellement. Et donc, il faut peut-être sans doute multiplier les emplois d'aide à domicile, qui aident à rompre l'isolement, qui pourraient permettre à des gens de rester chez eux. Oui, c'est tout ce que vous appelez, et tout ce que Butler et d'autres appelaient la société du care, c'est-à-dire comment donner plus de reconnaissance de la société à tous ces métiers dits de première ligne, qu'il s'agisse des assistants de vie, et qui aujourd'hui sont quand même considérés comme... ce sont des métiers dans lesquels on ne se reconnaît pas. Oui, et puis qui sont sous-payés. Mon cousin Germain travaillait en EHPAD, il gagnait, il a 20 ans, hein. Donc il a commencé à travailler en EHPAD, il était payé 1 200 € par mois, avec des cadences folles où il n'avait pas le temps pour faire la toilette de tout le monde, il rinçait pas, il laissait le savon sur les gens, il était maltraitant. Maintenant, il travaille pour la mairie de Rouen, donc il visite des personnes âgées chez elles, pour le coup. C'est un bien meilleur système, par ailleurs. Donc oui, c'est des métiers qui sont atrocement mal payés, qui sont dévalorisés, mais avec la pandémie de Covid nous a quand même montré que ces premiers de corvée faisaient tenir la société. C'est-à-dire que sans eux, tout s'effondre. Alors dans une société, dans une république écologique ou dans une république écologique, quelle serait la place justement de tous ces métiers qui aujourd'hui sont d'une grande utilité et qui nous auraient plongé dans le chaos s'ils n'avaient pas pu être exercés pendant la pandémie, par exemple?
Alors, le lien avec la République écologique est intéressant et complexe à traiter. Je pense qu'on entend beaucoup ce terme de République écologique. Qu'est-ce que c'est sur le papier ? Aujourd'hui, notre République, elle est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, il est question de rajouter le terme écologique dans la Constitution. Concrètement, ça voudrait dire que les décisions prises par la République, les représentants, seraient subordonnées à un objectif de préservation de l'environnement et d'empêchement du réchauffement climatique. Concrètement, ça veut dire qu'on subordonnerait un certain nombre de choses, dont le droit de propriété, par exemple, le droit d'entreprendre, à des contraintes de La préservation. préservation de l'écosystème, par Ce exemple. serait ça, de façon très technocratique, c'est ça la République écologique. Alors après, la question que vous posez, c'est quelle est la place du Caire dans cette République écologique ? Ce n'est pas que le care, ce n'est pas simplement le soin aux personnes âgées, c'est le aussi une soin, autre conception de la société. aussi. Absolument. Allez-y. C'est une développez. conception qui s'oppose à la toute-puissance. Et là-dessus, je vais juste faire un parallèle avec la criminologie. En ce moment, il y a le procès de Nordal Lelandais, qui a tué Maëlys Dalrotho, une petite fille de 8 ans, qui a tué aussi un caporal qui s'appelle Arthur Noyer, qui a tué 2 personnes. Et j'ai suivi ce procès, qui est suivi par beaucoup de Français en ce moment. Et il y a les expertises psychiatriques sont très intéressantes sur cet homme. Ces expertises, elles disent quoi ? Elles disent que cet homme n'est pas un sadique, c'est-à-dire qu'il ne tue pas par sadisme, mais c'est un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable d'empathie et qui est mu par une volonté de toute puissance. Et c'est cette volonté de toute puissance qui l'empêche d'être empathique et qui le met, selon les dires des expertises psychiatriques, au-delà du bien et du mal. Et pour moi, la toute-puissance qui aujourd'hui, par exemple, peut s'incarner dans le transhumanisme, cette volonté d'aller toujours plus loin, dans la maîtrise de la nature, de l'être humain, C'est ce etc., que de la Gunther Anders vieillesse. appelle la honte prométhéenne. Absolument. Gunther Anders, fabuleux auteur. Cette toute-puissance est profondément anti-écologique. Et elle s'oppose à l'empathie, donc au care. Toute puissance empêche l'empathie. L'empathie est la seule voie qui va nous permettre de préserver le Alors, monde. certains l'appellent la démesure, comme Olivier Rey, par exemple, le philosophe Olivier Rey, et d'autres l'appelaient, comme Ellul, lui, ce qu'il proposait par rapport à cette société de la démesure et de la puissance indéfinie, le rêve de Prométhée, c'était des sociétés de non-puissance. C'est peut-être un petit peu ça, le care, c'est l'antidote face à notre voracité, à notre démesure. Quand on voit, par exemple, Elon Musk et quelques autres nous dire qu'il faut s'arracher à la Terre pour aller coloniser d'autres planètes. C'est terrible. Je ne sais pas s'il ne s'agit pas de renoncer à la puissance, mais à la volonté de toute puissance. Je pense que c'est un peu différent parce que, par exemple, quand on parle d'Europe puissance, il faut être puissant. Pourquoi on est puissant ? Pour préserver notre mode de vie, pour être autonome. Donc ça, c'est pas vulgaire que de dire ça, que d'être puissant dans ces cas-là, parce que ça nous permet d'être autonome, de faire valoir nos valeurs. Donc c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est le sentiment de toute puissance, parce que ça, c'est l'hubris. C'est ce que vous dites, Elon Musk. Et ce sont des gens qui prennent des décisions qui concernent tout le monde. Parce qu'ils vont vers des innovations. Facebook, par exemple, met au point un logiciel qui permet de lire dans les pensées. Donc ça nous paraît effroyable comme perspective. Eux le justifient en disant ça permettra aux tétraplégiques de marcher. Il y a toujours un alibi, par ailleurs, médical dans ces innovations. Mais une fois l'ambivalence de la technique. L'ambivalence de la technique, absolument. Nous avons les mêmes lectures, cher Noël. Si tu veux, qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que Facebook ou que Elon Musk aura créé je ne sais quelle technologie transhumaniste, après, elles vont se diffuser. Et elles vont concerner, elles vont impacter la vie de tout le monde. Mais nous, on n'aura pas eu notre mot à dire. On n'aura pas pu dire, attendez, nous, on n'en veut pas de cette innovation, on ne veut pas que vous fassiez des recherches là-dessus parce que vous ouvrez une boîte de Pandore au nom de votre toute-puissance. Donc, c'est des gens qui nous entraînent et qui entraînent l'humanité entière dans leur hubris. S'ils étaient tout seuls dans leur cave à faire leur truc et que ça n'avait pas d'impact, c'est la liberté, c'est pas grave. Mais le problème, c'est ce qu'ils font, ça a des impacts sur tout le monde. Et ça veut dire que tout le monde devrait pouvoir avoir en décider.
Alors on peut descendre l'entonnoir et descendre des planètes à coloniser à la Terre. On peut appliquer la même analyse à la décision qui a été prise par le président de la République à Belfort de nous engager dans un programme nucléaire sans même en avoir discuté. Oui, c'est tout à fait C'est juste. une manière du bris aussi. Oui, enfin, c'est tout d'abord antidémocratique. Et c'est une décision profondément technocratique, parce que j'imagine qu'il la justifie sur le plan technique, avec des projections de consommation d'électricité. Alors, il y aura des bons arguments scientifiques, sans doute, pour défendre cette décision. Mais c'est une décision purement technocratique à ce moment-là, à laquelle on pourrait par ailleurs opposer d'autres arguments tout aussi scientifiques, mais qui est totalement antidémocratique, oui, et qui nous entraîne. Et c'est pour ça que la réaction des écologistes est si vive, et je crois qu'ils ont raison. C'est parce qu'ils savent bien que ça verrouille les choses, et que du coup, demain, s'ils arrivent au pouvoir, je sais pas moi, ils auront plus de mal à changer la trajectoire. C'est ce qu'on voit d'ailleurs même maintenant, le scénario Négawatt. Il a changé plusieurs fois, donc qui permet de sortir progressivement du nucléaire, tout simplement parce qu'il fallait s'adapter à des décisions prises, des investissements engagés. Donc ça retarde la décision, et ça laisse moins de liberté à la force de l'alternative politique, une fois qu'on a engagé le pays sur ce chemin-là. Alors pour prendre cette décision, qui n'est pas encore appliquée, mais il va y avoir le débat public, et on sait très bien que le débat public sera organisé autour de cette décision, donc ce n'est pas un débat. Le président de la République, il s'est appuyé sur un corps d'État qui est très important, qui est le corps des ingénieurs des mines, qui est la haute main sur la politique énergétique de la France. Je fais un petit détour par vos fonctions. Est-ce que vous êtes là où vous êtes? Est-ce que vous éprouvez, vous voyez de près ce que peut être la puissance d'un corps d'État, ou la puissance de... Je ne parle pas d'État profond, hein, je ne suis pas trumpiste, mais de... Non, bien sûr. C'est à ça que... Enfin, les corps ont plusieurs fonctions, c'est ambivalent. Un corps, ceux qui les défendent vont vous dire, c'est la garantie d'une indépendance. Vous avez votre corps. Par exemple, Emmanuel Macron a détruit le corps de l'inspection des finances. L'inspection des finances s'est rebellée contre cette décision. Le corps a été dissous. Mais un de leurs arguments, c'était de dire, c'est la garantie de notre indépendance, c'est la garantie qu'on fera des rapports qui ne vont pas dans le bon vouloir et dans le bon sens du gouvernement pour leur faire plaisir. On va écrire des rapports objectifs. Et ça, si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on a un corps. Voilà. C'est un bon argument, je veux dire. Il ne faut pas... mais évidemment que les corps sont aussi des endroits où se crée une sorte de solidarité liée au statut. Et comme on a tous intérêt à ce que le statut soit le plus bankable possible, on a tous intérêt à se faire monter les uns les autres le plus possible pour que la valeur du corps reste la même ou augmente. D'accord ? Donc il faut donner une bonne image du corps, il faut faire en sorte que les membres du corps soient bien représentés, parce qu'à la fin, ça peut vous toucher vous. Si des gens vont prendre des fonctions que vous ne jugez pas à la hauteur, ça va dévaloriser le corps auquel vous appartenez. Donc ça crée des dynamiques, effectivement, de corporatisme et de relais d'influence. Et oui, le corps des mines, par exemple, a une fonction assez efficace pour placer des membres du corps dans les cabinets ministériels, dans certains postes réservés dans l'administration, oui. Oui, y compris au ministère de l'écologie. Au ministère de Le directeur l'écologie, de c'est cabinet du très... ministre de l'écologie était un ingénieur du corps des mines. Oui, absolument. Il y a des postes réservés comme ça dans l'administration. Alors, venons-en à votre écologie républicaine. Et d'ailleurs, tout ce que vous venez de dire en Oui, regard ça touche un critique peu. sur l'organisation des institutions, c'est aussi un des outils de transformation de notre République pour une écologie plus républicaine. Plus républicaine, ça ne veut rien dire, parce que vous allez nous expliquer qu'il n'y a peut-être pas besoin d'ajouter républicaine à écologie, mais pour vous, les trois piliers, c'est la République, l'écologie et l'altruisme. On va commencer par l'altruisme. Il y a un jeune chercheur qui s'appelle Pablo Servigne qui a écrit un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », où il a démontré que, en fait, les sociétés altruistes sont des sociétés qui arrivent à se sortir, à éviter le chaos. Quelle définition vous donnez à l'altruisme dans votre écologie républicaine? Mais moi, je le rapproche plutôt de la pensée solidariste, en fait. De l'idée que la liberté est forcément sociale. Je suis libre parce que la société reconnaît que je suis libre. Je suis libre grâce aux autres. L'individu libre seul, ça n'existe pas. Donc, c'est cette doctrine solidariste qui est
qui s'applique très bien à l'écologie. C'est ça le sens de l'écologie républicaine telle que je l'entends, hein. C'est simplement une tentative de marier l'idéologie écologiste depuis qu'elle existe et l'idéologie républicaine moderne. Ce sont deux idéologies modernes qu'il faut chercher à marier. Pourquoi ? Parce que ce que je cherche à dire à travers ça, c'est que l'écologie doit être moderne. Elle ne doit pas être anti-moderne. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire Parce qu'au nom du modernisme, on que- nous a vendu quand même beaucoup de choses qui n'étaient absolument. pas. Oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'écologistes qui font des caricatures un peu trop grosses de la modernité, qui assimilent la modernité à la propriété privée et à Descartes, la pensée cartésienne, maître dominateur de la nature. Ça, c'est les Très anti-écolos possesseur. qui disent ça. Les écolos aussi. Beaucoup d'écolos disent il faut solder la modernité parce que la modernité, c'est le productivisme. Mais la modernité, ça n'est pas que ça. La modernité, c'est la République, c'est l'émancipation, c'est la réflexivité critique qu'il faut aujourd'hui mettre au service de l'écologie. L'écologie, elle émane de cette réflexivité critique. Elle est la rationalité aujourd'hui. Et ça, c'est un héritage de la modernité, des Lumières. Serge Audier parle des Lumières écologiques qu'il nous faut créer. André Gorz disait qu'il fallait moderniser la modernité. Je m'inscris profondément dans cette lignée-là. C'est-à-dire que je pense que l'écologie doit être moderne, rationnelle, et ça n'empêche pas de jouer sur la sensibilité des gens. Parce qu'effectivement, si vous voulez, quand on parle d'écologie, et moi d'ailleurs c'est comme ça que j'y suis aussi venue, c'est pas que par les chiffres. C'est par un sentiment d'aliénation dans la société dans laquelle on vit, un sentiment d'être jet-lagué. Tout va trop vite, tout est trop moche. Où est la nature ? Le sentiment d'être perdu dans la ville, dans le béton. On peut jouer sur ces sentiments-là. Donc on peut jouer sur les sentiments, il faut jouer sur les sentiments quand on parle d'écologie. Ça, c'est de la stratégie politique aussi. Il faut construire des récits qui soient plus enviables. On l'a vu là avec les JO de Pékin, toutes ces images de pistes de ski dans des zones industrielles, ça touche d'abord l'esthétique, pas le cerveau, ça touche le cœur. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est dégoûtant. C'est une métaphore de notre société, quand même. Absolument, mais l'écologie, pour ça, doit être une politique de la beauté. C'est d'ailleurs la seule politique de la beauté possible. Donc il faut jouer sur l'esthétique, sur les sentiments, mais il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, la rationalité, c'est l'écologie. Et quand on regarde d'ailleurs les études d'opinion qui mesurent la modération, la raison, on voit que la modération est à gauche, on voit que la raison est à gauche, davantage qu'à droite. Quand vous parlez de incroyable. rationalité, vous voulez dire l'écologie, c'est peut-être aujourd'hui... c'est une idée, c'est le paradigme du XXIe siècle. Je pense que c'est assez clair maintenant, en tout cas dans les sociétés occidentales. Mais en fait, l'utopie, elle est plutôt du côté de ceux qui veulent maintenir le statu quo et le réalisme serait plutôt du côté de ce que vous appelez la modernité écologique. Absolument, vous avez raison. L'utopie, c'est effectivement de penser que on pourra s'en tirer par le progrès technique, en continuant comme ça, en ne changeant rien à nos modes de vie, évidemment. Mais donc, moi, je crois que l'écologie, quand je dis qu'elle doit être moderne, ça veut dire qu'elle doit se réapproprier le progrès. Aujourd'hui, le progressisme est en danger parce que, d'un côté, il est accaparé par les technosolutionnistes qui disent le progrès, c'est le progrès scientifique et technique, peu importe d'ailleurs qu'ils répondent à des besoins plus ou moins objectifs. C'est l'univers du gadget, c'est le métavers, et tous ces trucs un peu effroyables. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui veulent tuer le progressisme au nom d'une pensée réactionnaire. Donc il faut que l'écologie se réapproprie le progrès. Ça demande effectivement d'avoir de l'optimisme, de la volonté. Et parfois, les discours effondristes peuvent aller contre ça quand même. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut une écologie moderne, une écologie du progrès, et une écologie républicaine, c'est ça pour moi. C'est une écologie qui organise une société différente autour d'une norme commune, autour de la justice. On a bien vu que l'écologie était incompatible avec les inégalités. Ce n'est pas possible. Depuis les Gilets jaunes, ça nous est apparu, mais il est impossible de créer une politique écologiste qui soit à la fois efficace et acceptée si elle n'est pas égale. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'empêcher les gens d'utiliser leur voiture
pour subvenir à leurs besoins quotidiens et de laisser des gens faire 3 fois le tour de la planète en avion ou de s'envoler dans une fusée. Donc, on ne peut pas aller vers un système où il n'y aura qu'une régulation par les prix. C'est-à-dire où on augmentera tellement de billets d'avion que ça ne sera accessible qu'aux plus riches. C'est pas possible parce qu'il faudra une égalité vis-à-vis des droits à polluer. C'est pas parce que vous êtes riche que vous aurez le droit de polluer Oui, plus. pourtant, c'est exactement ce qui se passe, puisque c'est 1% des plus riches de la planète qui Absolument. polluent, qui produisent autant d'effets de serre que la moitié de l'humanité. Et c'est la moitié la plus pauvre de l'humanité qui souffre le plus des conséquences du changement climatique. Donc il faut totalement inverser cette tendance. Parce que ce ne sera pas acceptable sinon. Vous pouvez pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats autour de la carte carbone, du compte carbone. C'est-à-dire que chacun aura. Alors j'avoue que c'est un peu dystopique, hein, et que c'est peut-être un peu extrême, et on n'en est pas encore là. Mais chacun aura un montant d'énergie à dépenser, peu importe ses revenus. Bah, on peut critiquer, mais au moins c'est juste. C'est pas parce que vous êtes plus riche que vous pouvez vous permettre de polluer et d'émettre plus d'énergie. Moi, je trouve que ça se défend quand même comme logique. Alors, quand vous parlez d'écologie républicaine, vous n'avez pas peur d'abonder dans le sens de ceux qui, aujourd'hui, au nom de la République, à laquelle d'ailleurs ils ne donnent pas une grande précision, d'être finalement une alliée ou une complice, entre guillemets, de ceux qui, aujourd'hui, au nom de la République et de l'universalisme, s'en prennent à ce qu'ils appellent les woke, c'est-à-dire tous ceux qui considèrent qu'on doit regarder la société, pas simplement à travers le filtre de l'universalisme tel qu'il était conçu sous les Lumières, mais à travers la question coloniale, la question des minorités, la question des discriminations, de la race. Je n'ai pas peur, je comprends, hein, votre remarque, parce que vous n'êtes pas le seul à me l'avoir faite. Hem, mais là, je viens de m'en expliquer, c'est-à-dire ce que j'entends par, écologie républicaine. Mais vous avez raison qu'aujourd'hui, il y a un amalgame qui s'est créé, où on pense que la pensée républicaine, c'est, la pensée, ultra, conflictuelle, laïcarde de ces dernières années. Mais c'est pas ça, je veux dire. Et moi, je suis pas du tout, je ne vous dirai jamais qu'il faut abandonner l'universalisme, ou qu'il faut abandonner, la République. Je conçois que pour certains de nos concitoyens, ce soit des concepts abstraits, qu'ils en ont marre qu'on leur martèle, République, 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 sans qu'ils en voient jamais la couleur. Donc il faut continuer de marteler la République, mais Mm. d'essayer que les gens qui n'en voient pas la couleur la voient. Parce que pour moi, c'est vraiment la seule voie possible. On ne peut pas évoluer vers une société balkanisée, communautarisée, non. Oui, d'ailleurs, évoquer comme un mantra République, République, c'est peut-être aussi un moyen d'éviter de se poser de vraies questions sur les faillites de la République. Oui, ouais, ça l'a été, oui, pour certains, bien sûr, vous avez raison. Alors, vous dites, vous voulez promouvoir une écologie qui émancipe plutôt qu'elle punit, c'est ce que vous avez dit, mais j'aimerais savoir quel est quel est le périmètre que vous donnez à l'émancipation. Et vous dites aussi une écologie qui intègre une forme de sobriété et qui mette fin à la fuite en avant technologique. Donc, sobriété, c'est un mot qui fait peur, parce qu'aujourd'hui, on accuse les écologistes de vouloir nous promettre une société de contraintes. Mais parlons d'abord de l'émancipation. Quel est le périmètre que vous lui donnez? Émancipation opposée à punitif. C'est typiquement l'exemple de l'augmentation du prix de l'essence. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une politique qui consiste à augmenter le prix de l'essence tout en punissant des gens pour lesquels c'est une dépense contrainte, il faut créer une société dans laquelle les gens n'auront plus besoin de leur voiture pour se déplacer. Voilà, c'est l'exemple le plus simple. Ça n'est pas punitif, et c'est par ailleurs émancipateur, parce qu'aujourd'hui, les gens sont coincés, sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller accompagner leurs enfants à l'école, pour aller acheter leur baguette de pain, parfois même. Et ça, c'est lié aussi à l'absence de mixité sociale où on relègue les gens loin Et ouais, des centres-villes. donc ça, il faut montrer que ça, c'est punitif. Il ne faut pas renchérir ce coût de la villa sans proposer des alternatives, et il faut s'atteler à construire des alternatives. C'est ça que j'entends par... c'est un exemple qui permet de montrer ce que Et j'entends. est-ce que vous accolez à la question de l'émancipation celle des libertés? Puisqu'on est quand même dans des sociétés où on voit bien qu'avec les crises, et la crise climatique n'est pas terminée, loin de là, on a inversé la pyramide institutionnelle, en quelque sorte, puisque aujourd'hui, l'état de droit est obligé de s'adapter à l'état d'urgence. Or, c'est l'état d'urgence qui devrait s'adapter à l'état de droit. Question difficile.
Qu'est-ce que vous voulez Je veux quel dire est- que l'écologie, c'est pas simplement l'émancipation vis-à-vis de ceux dont nous sommes dépendants aujourd'hui en matière d'usage. C'est aussi l'émancipation en termes de liberté et d'égalité des droits. Oui, tout à fait. Euh, mais encore une fois, il faut définir ce qu'on entend par liberté. Ça n'est pas une liberté individualiste, ça n'est pas une liberté de faire ce qu'on veut, de ne pas se vacciner, etc. C'est une liberté sociale au sens solidariste, j'en reviens là. Mhm. C'est une liberté qui s'inscrit dans une communauté, en l'occurrence politique, et qui a conscience de ce qu'elle doit aux autres. La liberté s'arrête là où commence celle des autres et là et dans la limite qui permet la régénération de la société, la bonne santé de la société. D'ailleurs, Donc, vous c'est cette parlez idée de d'une la liberté. écologie collective et juste. Oui, juste, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les inégalités. C'est-à-dire que pour moi, une politique écologiste inégalitaire est une impasse. Elle ne sera pas efficace, elle ne sera pas acceptée. Donc elle ne remplira pas ses objectifs. C'est une question d'efficacité, tout autant que de justice. Et collective, c'est ce que je disais sur le fait qu'il ne faut pas faire reposer, tout mettre sur le dos de la responsabilité individuelle et de la responsabilisation individuelle à travers notamment le signal prix, mais qu'il faut construire des infrastructures qui permettent à l'individu tout simplement parce qu'on voit que les émissions carbone, c'est davantage les infrastructures, l'industrie, le logement, ce sont des questions C'est d'infrastructure. responsabiliser ceux qui produisent le plus de gaz à effet de serre plutôt que de culpabiliser Et chacun. les individus, bien sûr. Même si c'est évidemment nécessaire de dire aux gens qu'il faut consommer moins de viande, etc. Mais il faut aussi assécher la source. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est dans une société d'abondance où les gens peuvent consommer, par exemple, de la viande à tout va, et on va leur dire « vous n'avez plus le droit de faire ça ». Et c'est difficile pour eux de résister, parce que c'est là, c'est accessible, etc. Non, il faut assécher la source pour enlever cette espèce de dissonance cognitive où les gens sont toujours dans un sentiment de culpabilité et qui finissent par en nourrir une frustration qui va évoluer vers le rejet, tout simplement. Donc, il faut absolument travailler sur les structures, l'infrastructure, et faire basculer des choix de manière collective. Alors, la sobriété, c'est un sobriété. mot qui fait peur, c'est devenu un mot tabou, et pourtant on sait qu'on ne pourra pas s'en sortir si on Non. n'accompagne pas les politiques publiques de sobriété, qu'elles soient énergétiques, et ça ne dessine pas pour autant une société punitive. Non, pas du tout, mais je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est déjà d'aller vers l'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'essayer de maintenir notre niveau de vie en consommant moins d'énergie, et puis d'arrêter surtout l'emballement énergétique, c'est-à-dire d'aller vers des modes de consommation et de production qui vont nous amener à consommer toujours plus d'énergie, parce qu'à ce moment-là, les efforts que nous aurons faits pour l'efficacité n'auront servi à rien. Ça, c'est la sobriété. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de façon urgente de se laisser embarquer dans des choses comme, par exemple, le métaverse, la 5G, la 6G, qui, d'un point de vue écologique, vont aboutir à consommer beaucoup, beaucoup d'énergie pour des besoins qui ne sont pas évidents. Alors, c'est ce que Jacques Ellul appelait l'univers du gadget. Le métavers, simplement un univers virtuel où demain, on va faire nos courses, on va sociabiliser avec nos amis, on va pouvoir écouter des concerts, jouer de la musique, enfin, que sais-je, vivre. Mais pour quel coût écologique, quoi? Donc, il faut absolument, il est urgent aujourd'hui que les choix techniques soient discutés, soit des choix, soit discutés dans un cadre démocratique, se réapproprier une discussion sur ces sujets. Ça a émergé avec la question de la 5G, où il y a eu un débat qui n'avait pas eu lieu pour la 4G ou pour la 3G. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment, parce que même si ça a donné lieu aussi à des mouvements complotistes, etc. C'est normal parce que... à des réflexions stupides comme celle du traité d'Amish. Oui, c'est d'un mépris fou, ça. C'est d'un mépris fou. Mais en fait, c'est normal que les gens partent dans des théories du complot s'ils ne comprennent pas, si on ne discute pas de la technique. C'est-à-dire que les choix technologiques nous sont imposés, ils nous tombent comme ça sur tout cuit sur la gueule, et on est censé ne rien faire. Et c'est normal que les gens, après, nourrissent des théories du complot quand ils ne connaissent pas l'objet technique nouveau qu'on nous présente. Donc ça a plusieurs vertus de débattre de ces questions. Aujourd'hui, nos institutions ne sont absolument pas préparées à ça. Il y a à l'Assemblée nationale un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des choix techniques et technologiques. L'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, absolument, qui en général d'ailleurs confirme tous les choix technologiques qui vont contre le sens commun.
C'est ça, et ça, il faudrait à minima en faire une vraie commission parlementaire, pas juste un office. Donc je pense à ça, mais j'avais écrit un article pour la revue Le Débat qui s'appelait Pour une démocratie de la technique, où j'essayais de réfléchir à la façon dont on pourrait porter des changements institutionnels pour passer au crible tous les choix technologiques sous l'angle de leur utilité sociale et de leur coût écologique. Mais aussi de les anticiper pour pas être mis devant le fait accompli. Ah bah ça existe, donc maintenant c'est inéluctable. C'est l'inéluctabilité C'est toutes des les choses. analyses d'élus, justement, Oui, bon, c'est... sur le système technicien. recrache absolument. Et ça c'est terrible. Il ne faut pas nous mettre devant le fait accompli. Il faut qu'on puisse dire, dès le moment où la recherche se fait, ça, est-ce qu'on en veut ou pas? Donc venons-en à ce qui est aussi une de vos grandes préoccupations, c'est la question démocratique. Donc vous venez de démontrer, avec brio, que le citoyen est trop longtemps tenu à la périphérie des grandes décisions qui engagent notre destin collectif. Donc il faut réintroduire le citoyen. Il y a eu des premières expériences avec la Convention citoyenne, mais on sait, pour le climat, on sait ce qu'en a fait le président de la République. Et vous avez mis en place des outils. Vous avez créé une association qui s'appelle Mieux voter. Vous allez nous expliquer en quoi elle consiste. Et puis avec 2 mathématiciens, mis en place le jugement majoritaire qui a été l'outil de la primaire populaire. Donc on sait ce qui en a été fait, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout ça est enterré. Alors Mieux voter, c'est quoi? Mieux voter, c'est une association que j'ai pris l'initiative de créer juste après les élections présidentielles de 2017, qui avait été particulièrement chaotique et qui avait suscité chez les électeurs beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un vote utile massif au premier tour, et au second tour, une sorte de confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen un peu jouée d'avance, où il y avait eu 4 millions de bulletins blancs et nuls, un record, et 25% d'abstention, là aussi un record depuis l'élection présidentielle de 1969. Donc j'ai ressenti une grande frustration et je me suis dit, tiens, c'est le moment de porter le débat, très connu dans les milieux scientifiques, sur l'ineptie du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Et j'avais pris connaissance du jugement majoritaire en regardant une conférence au Collège de France donnée par 2 mathématiciens inventeurs de la méthode. Donc le jugement majoritaire, c'est une nouvelle méthode de vote, c'est un nouveau mode de scrutin inventé par 2 directeurs de recherche au CNRS, Rida Laraki et Michel Balinski, en 2007, et qui change radicalement la façon dont nous votons. Plutôt que d'avoir à choisir un candidat, sans pouvoir dire ce qu'on pense du candidat pour lequel on vote et sans d'ailleurs pouvoir dire ce qu'on pense des autres candidats, le jugement majoritaire nous demande d'évaluer tous les candidats. Comment? En leur attribuant à chacun une mention située sur une échelle à 5 ou 7 gradients. Les mentions, donc par exemple très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant à rejeter. À la fin, c'est le candidat le mieux évalué par une majorité qui remporte l'élection. Ça a plusieurs vertus. Ça permet de mettre fin au vote utile, puisque si vous appréciez plusieurs candidats, vous pouvez leur mettre à tous une bonne mention si vous le souhaitez. Ça vous permet de rejeter les candidats. C'est très important, parce qu'une élection, ça doit servir à mesurer la légitimité de chaque candidat dans l'opinion. Ça, on ne le dit jamais. Et pour ça, notre mode de scrutin actuel, il est totalement inepte. Et ça, la science le dit depuis 200 ans. C'est les travaux des mathématiciens sur le vote. Ça commence avec l'invention de la démocratie à la Révolution française. C'est d'ailleurs des Français qui s'y penchent, Marquis de Condorcet et Chevalier de Borda, qui s'interrogent sur la manière dont on va pouvoir organiser une élection démocratique. Comment, à partir d'une préférence individuelle, on arrive à une préférence collective qui soit cohérente. Ils cherchent, ils trouvent de nombreux paradoxes, de nombreux biais. Et ils se disent que finalement, demander aux électeurs de choisir un seul candidat ou leur demander de classer tous les candidats dans l'ordre, on arrive toujours à des paradoxes et des biais. Et le jugement majoritaire, 200 ans plus tard, introduit une innovation fondamentale en disant il ne faut pas demander aux gens de choisir un seul candidat, il ne faut pas demander aux gens de classer, il faut demander aux gens d'évaluer avec un langage. Et c'est ça l'innovation fondamentale qui change tout et qui est reconnue à l'international. Donc pendant la primaire populaire, le jugement majoritaire a été moqué parce que les résultats ont été annoncés de façon un peu, j'en conçois un peu bizarre, avec des plus et des moins. Bon, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'était un moment, c'est une initiative citoyenne, tout n'est pas parfait. Et le mépris qui s'est dégagé était quand même assez sidérant, j'ai trouvé. Dans les semaines qui ont précédé la primaire populaire, il y a eu beaucoup de papiers sur le jugement majoritaire, des papiers sérieux. Les journalistes s'intéressent. Avec l'association Mieux voter, ça fait 4 ans qu'on laboure le terrain, qu'on a convaincu des partis politiques d'utiliser cette méthode. On a convaincu la mairie de Paris d'adopter le jugement majoritaire pour son budget participatif, qui est le plus grand budget participatif au monde.
On travaille avec la mairie d'Annecy, pareil, en ce moment. Enfin, je veux dire, ça fait 4 ans qu'on fait du plaidoyer, donc le jugement majoritaire était connu du petit milieu journalistico-politique, mais quand on voit les réactions, pas trop non plus, parce que, en fait, la méthode a été assimilée à, je cite, hein, la cour d'école, euh, le conseil de classe, etc. Et c'est un mépris terrible pour une innovation qui est quand même scientifique, je veux dire, et par ailleurs, on ne parle jamais, enfin, ces mêmes gens qui méprisent, ne parlent jamais des défauts du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui non seulement ne mesure pas les opinions des électeurs, mais en plus peuvent aboutir à faire élire quelqu'un qui n'est pas le préféré d'une majorité. Donc ça a des conséquences très graves quand même. Alors vous dites que ça fonctionne bien à Paris, à Annecy, peut-être dans d'autres villes de l'Union européenne, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Et pensez-vous que ce soit adapté à une élection nationale ? C'est toute la question. Moi, je conçois que... Ou comment faudrait-il faire pour que ce soit adapté à une élection nationale qui permettrait finalement de revisiter la représentation ? Or, on a bien vu, par exemple, avec les Gilets jaunes, comment pouvait être interpellée la crise de la représentation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je pense que, vous savez, j'avais été auditionnée par l'Assemblée nationale sur le jugement majoritaire, par la mission de lutte contre l'abstention qui s'était créée au lendemain des élections régionales et départementales de 2021, qui avait vu une abstention record. Et j'avais été auditionnée parce que je plaidais pour le fait que l'abstention résulte de beaucoup de choses, mais notamment du mode de scrutin qui empêche les électeurs de s'exprimer. Un électeur aujourd'hui qui n'apprécie personne, son choix rationnel, c'est l'abstention. Parce que s'il va voter blanc, son vote n'est pas pris en compte. Et puis s'il va voter par quelqu'un par défaut, son vote est assimilé à un vote d'adhésion. Et c'est pas ce qu'il a voulu dire. Donc il s'abstient. Et si demain on avait un mode de scrutin comme le jugement majoritaire qui permettait aux gens de réellement s'exprimer sur ce qu'ils pensent de la classe politique, dans la nuance, dans l'adhésion comme dans le rejet, ça pourrait faire revenir des gens aux urnes. Donc cette mission a suggéré d'utiliser le jugement majoritaire pour tout ce qui est d'abord consultation et référendums locaux. On va par étapes. Pourquoi je disais ça ? Ah oui, le débat qui a émergé après la primaire populaire est intéressant parce que au cours de cette audition, le rapporteur LREM, Stéphane Travert, me dit « Mais madame, une élection, c'est pas ce que vous dites, ça sert pas à mesurer l'opinion, la légitimité de chaque candidat, ça sert à départager les candidats, à choisir, ça sert à choisir. » Et là-dessus, on n'est pas d'accord. Et c'est là-dessus que le débat doit s'engager, parce que ça dit tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réduit la politique et les élections à une forme de plébiscite, mais qui est complètement manipulée par ailleurs, parce que Emmanuel Macron, qui au premier tour recueille 24% des voix, au second tour, il est faussement plébiscité avec 60% des voix, mais ça ne veut pas dire que 60% des Français sont d'accord. Mais le mode de scrutin fabrique des plébiscites. Alors j'entends que ce soit peut-être plus favorable après pour la légitimité du pouvoir, etc. Mais il y a tout un tas d'informations qu'on ne mesure pas. Et la légitimité réelle n'est pas reflétée. Donc le jugement majoritaire permet effectivement de jeter une lumière crue sur la légitimité de chaque candidat, sur le nombre de gens qui adhèrent ou qui rejettent le candidat. Donc c'est une rupture totale dans la façon dont on conçoit l'élection, parce que jusqu'à présent, on la concevait comme une forme de machine à départager les candidats au détriment des électeurs, pour le coup. C'est peut-être en faisant ses preuves au niveau local, dans beaucoup plus d'autres endroits que Paris, que cette conjugaison des initiatives locales pourra réussir à convaincre que ça peut avoir une pertinence au niveau national. Oui, vous avez raison. Mais je crois que c'est d'ailleurs notre stratégie aussi à l'association Mieux voter. Mais l'évolution des modes de scrutin et d'élection ont toujours été très lentes à travers l'histoire. Ça fait 200 ans qu'on vote en démocratie, mais il y a 200 ans, on ne votait pas du tout de la façon dont on vote aujourd'hui. Nos manières de voter ont énormément évolué. Si vous voulez, on a mis plus de 100 ans à faire le suffrage universel. Il était d'abord censitaire, puis universellement masculin, puis ensuite réellement universel. On a mis 100 ans aussi à faire le vote secret. Avant, le bulletin était public pendant 100 ans, de 1795 avec la pression à 1895. Très forte de celui qui regardait. On mettait son nom sur un registre et son vote. Et donc, tout le monde pouvait voir pour qui vous aviez voté. 100 ans de débat sur le bulletin secret, alors que nous, ça nous paraît totalement naturel, le bulletin secret, l'isoloir. Et l'isoloir, c'est une rupture majeure. Donc, le jugement majoritaire s'inscrit dans cette longue histoire de la démocratie,
dans cette longue histoire des modes de scrutin qui va se poursuivre. Et donc, elle ouvre une brèche nouvelle, un chapitre nouveau de cette histoire. Donc, je n'ai pas d'illusion sur le fait que ce sera adopté demain matin. C'est un long travail, le travail d'une vie, de plusieurs vies d'ailleurs, mais que nous entamons humblement. Voilà. Et ce n'est pas enterré. Avec le recul, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette primaire populaire, qui était une initiative de la société civile, d'activistes, qu'ils soient du climat ou dans les questions, sur les questions sociales, finalement, n'est pas un immense gâchis, ou en tout cas n'a été complètement gaspillé par les partis politiques et par les médias, gaspillé par les partis politiques, oui, et à la fin n'a pas rempli son objectif. Je crois que quand même on peut s'entendre là-dessus, c'est-à-dire que ça a contribué à désigner l'unique personnalité politique d'envergure qui était réellement candidate, on pouvait s'y attendre. Et du coup, ça a contribué à ajouter une candidature de plus, oui. Donc l'objectif n'est pas rempli. Mais je ne crois pas qu'on peut blâmer unilatéralement les citoyens qui ont organisé cette initiative avec beaucoup de raisons de le faire. Parce que les partis politiques de gauche avaient 5 ans pour s'entendre sur un programme commun et ne l'ont pas fait. C'est pas vrai qu'il y a eu des discussions et qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Parce que quand on creuse, notamment sur la question européenne, en réalité, aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins d'accord. Donc c'est quand même scandaleux qu'il n'y ait pas eu de travail. Donc les partis politiques sont coupables et tout le monde se renvoie la balle. C'est hallucinant. Moi, cette tragédie, il faudra qu'on fasse l'histoire de ça quand même. Et moi, je dis toujours que souvent que c'est une tragédie en 3 actes, celle de la gauche aux élections présidentielles. Et même si j'entends les discours qui disent qu'il ne faut pas être fataliste et tout, ok, c'est pour ça que je me tais et j'en parle plus. Mais quand même, en 2017, Mélenchon réunit près de 20% des voix, il incarne le vote utile à gauche, il aurait pu ramasser toute la gauche. Surtout que le Parti socialiste, 1 an après, fait le bilan du quinquennat Hollande et parle de trahison. Donc pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « Bon, tout le monde a le droit à l'abnégation, vous considérez que Hollande a trahi la gauche, et venez dans mes bras ». Et pourquoi, après, aux élections européennes de 2019, les Verts qui ressortent vainqueurs sont dans une stratégie d'hégémonie à tout prix ? Et pourquoi, au lendemain des élections régionales et départementales de 2021, le PS dit, parce que les sortants ont été reconduits, le Parti socialiste est leader de la gauche. Enfin, on marche sur la tête. Donc, je comprends profondément que des gens, dans une logique dépitée, veuillent organiser une initiative comme celle-là, mais qui n'a pas débouché, parce que peut-être que la primaire, ce n'était pas le bon objet. Mais en même temps, les partis politiques n'ont pas fait leur travail. Et donc, je pense que après cette élection, il faudra vraiment qu'il y ait des gens et des leaders à gauche nouveaux qui se chargent de reconstruire cet espace sur un plan politique, idéologique et puis ensuite organisationnel. Vous pensez donc qu'aujourd'hui, la recomposition politique, elle se fait plus dans la société que dans les partis qui ne comprennent pas réellement ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas réellement, mais en tout cas, ils sont tous dans des stratégies d'hégémonie, c'est certain. Et ce n'est pas ce dont on a besoin. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut recomposer la gauche dans une force politique centrale qui se nourrisse des différents héritages, des partis politiques comme le Parti socialiste, comme le Parti communiste, comme les Verts, mais qui sont des formations du XXe siècle. Et il faut faire une formation du XXIe siècle qui essaiera de récupérer tous ces héritages autour d'un logiciel idéologique nouveau. Moi, j'aimerais que ce soit la République écologique, mais il faudrait qu'il y ait un débat sur ce sujet. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut faire consensus, qui peut réunir largement. Donc, faisons-le. Donc vous êtes décidé à être très actif dans la construction de cette République écologique. Moi, j'aimerais bien, je donnerais mon énergie. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait, politiquement. Participer à ce type d'aventure m'intéresserait. Par contre, vous savez, on reste tous des êtres humains. Je n'ai pas envie de gâcher ma vie dans des querelles partisanes et organisationnelles infinies. Donc, je pèserai le pour et le contre. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des leaders qui sont en place, qui doivent aussi prendre leurs responsabilités et laisser la place à une nouvelle génération pour organiser les choses. Et s'il y a trop de résistances qui se font jour, ça peut épuiser les meilleures volontés. Votre engagement politique, vous le voyez comme ça, ou vous le voyez aller plus loin, et par exemple, vous présenter devant les électeurs? Peut-être un jour, si par exemple cette force se crée, j'y adhérerai dès demain tout de suite et je me présenterai devant les électeurs. Vous êtes senti bien en discutant et en vous associant
aux initiatives de la primaire populaire. C'est ce que vous avez senti, puisque vous connaissez quand même beaucoup les partis politiques aussi. Est-ce que vous êtes senti mieux avec cette société civile, ces activistes qui ne sont pas dans des logiques partidaires que dans un parti politique? Bonne question. Je crois que je sais m'adapter. Je me sens plutôt bien partout, mais c'est sûr que c'est deux mondes différents, hein. J'ai connu un peu le PS, un peu les Verts, sans jamais y être adhérent, mais j'ai fréquenté, j'ai été invitée, j'ai eu plaisir à échanger avec des membres de ces différents partis, avec la France Insoumise, etc. C'est sûr que la primaire populaire, c'était assez inédit, parce que ça rassemblait des tas de gens de milieux quand même différents, on a dit, et de générations différentes. On a beaucoup dit que c'était endogame, etc. Bon, je suis pas si sûre, mais c'est sûr moi, j'ai été impressionnée par leur capacité d'organisation. Ils ont levé beaucoup d'argent, ils avaient une équipe, tout ça a été très bien rodé. Alors après, oui, peut-être qu'il manquait certains codes qui sont utiles. Mais on ne peut pas le laisser en jachère, tout ça. Non, bien sûr que non. Il faut absolument, ça peut être un des embryons de la recomposition politique. Mais pas le seul, par contre. Donc l'Institut Rousseau et votre association Mieux Voter vont y participer? Et l'Institut Rousseau y participe en créant, bien sûr, en essayant de propulser des idées nouvelles qui soient utiles. Donc vous êtes vraiment dans votre temps et vous avez vraiment la volonté, en dehors de votre fonction Tout dans à fait. l'État, de mettre les mains dans le cambouis de la République. Ah oui, tout à fait. Ben oui. Sinon, je ne ferais pas ce que je ferais, c'est sûr. J'ai aucune envie de me retirer dans ma cave. Non, non, pas du tout. J'ai envie de participer. Vous êtes consciente de la nécessité d'adjoindre la question de l'impératif écologique et de l'urgence démocratique? Oui, même si je conçois que cette question ne va pas forcément de soi. On dit souvent que... Enfin, c'est vrai qu'on n'a aucune garantie que la démocratie prenne des décisions qui vont dans le sens de l'écologie. Mais on n'a aucune garantie que l'autoritarisme non plus prenne des décisions qui vont dans le sens de l'écologie. Donc, quitte à choisir, comme on a une incertitude sur les deux, choisissons la démocratie plutôt que Dernière l'autoritarisme. question, est-ce que comme beaucoup de femmes et d'hommes de votre génération, vous êtes, je ne dirais pas le vertige, est-ce que vous êtes saisi par le vertige de l'urgence? Est-ce que la question de l'urgence est une question qui vous hante, ou en tout cas qui vous occupe? Non, j'ai eu beaucoup de discussions avec des camarades, des jeunes comme moi, sur cette angoisse, la solastalgie, quoi, l'angoisse climatique. L'éco-anxiété? Moi, j'ai pas d'angoisse. J'ai pas d'angoisse, j'ai de la rage. C'est différent. Je suis pas stressée, je suis pas enfin, je veux dire, si ma vie doit s'arrêter, elle s'arrêtera. Enfin, je suis pas stressée pour. Par contre, j'ai la rage, j'ai la colère. C'est ça qui me porte. C'est pas l'angoisse qui me porte, c'est la colère. Et chacun fait comme il peut, hein. Je blâme personne. Mais en tout cas, moi, c'est pas l'angoisse qui me porte. Et je crois qu'il faut pas. L'angoisse, ça peut conduire à la paralysie. Et la colère? La colère, je crois que c'est davantage porté vers l'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noël. Chloé.